Présidente, Madame, chère Amel, nous poursuivons donc cet après-midi les travaux de notre mission d'information qui a été créée à la demande du président Larcher, qui a demandé à la Commission des affaires économiques de se pencher sur la crise du logement. Cette mission d'information, nous l'avons débutée par une série d'auditions depuis la mi-décembre. Nous allons les terminer d'ici la première quinzaine d'avril et nous rendrons notre rapport à la fin du mois d'avril. Nous envisageons, puisque maintenant nous sommes un peu plus informés sur l'ordre du jour de nos assemblées et que le ministre du Logement a annoncé qu'il y aurait un texte de loi sur le logement dans le courant du mois de juin. Donc nous verrons si des propositions que nous formulerons dans le cadre du rapport sur cette mission d'information, nous les déclinons à travers des amendements dans le cadre de ce véhicule législatif, si tant est que le champ, le périmètre nous permette de le faire, et bien évidemment au regard de ce que nous aurons porté comme proposition. Et puis sinon, on avait également envisagé, bien évidemment, de déposer une proposition de loi. C'était surtout dans le cas où il n'y aurait pas de texte législatif à venir dans des délais assez rapides. Cette mission d'information, on l'a conduite de façon transpartisane, comme on a très souvent, on le fait très souvent au Sénat. Donc nous sommes 3 sénatrices. J'excuse d'ores et déjà donc Viviane Artigalas, qui est la sénatrice des Hautes-Pyrénées, qui, donc, au nom du groupe socialiste et républicain, qui ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, Amel Gacquer, sénatrice centriste du Pas-de-Calais, et moi-même, sénatrice du département des Alpes-Maritimes, sénatrice Les Républicains. Voilà donc le chapeau posé sur ces auditions, et on vous remercie très sincèrement d'avoir répondu présente à notre demande d'audition. La Fédération des entreprises immobilières que vous présidez a la particularité de rassembler un panel assez large de professionnels du secteur, sociétés immobilières, promoteurs ou encore des foncières solidaires, avec une prépondérance de ces adhérents dans l'immobilier de bureau. Dans un premier temps, notre mission d'information souhaiterait connaître l'avis de la professionnelle que vous êtes sur la situation de crise que nous traversons. Le logement est bien entendu notre préoccupation première, mais dans cette perspective, il n'est pas inutile de comprendre la dynamique de l'immobilier commercial et de bureau, puisqu'on en entend de plus en plus parler et qu'il est présenté comme un vivier pour de futurs logements. Dans le contexte de crise de l'offre que nous connaissons, les immeubles de bureaux qui seraient ou qui pourraient être transformés en logements sont d'une dynamique assez récente et un des leviers possibles. À titre d'illustration, entre 2013 et 2020, 350 000 mètres carrés de bureaux auraient été transformés chaque année en logements, représentant 5 300 logements par an. Vous allez nous dire si vous avez les mêmes chiffres ou d'autres chiffres. Dans le scénario médian d'une étude de 2021 de l'Institut d'épargne immobilière, la seule Île-de-France connaîtrait dans les 10 prochaines années un excès de 3,3 millions de mètres carrés de bureaux, soit 6,5% de son parc. Cela pourrait vouloir dire un potentiel de 50 000 nouveaux logements, mais c'est peut-être aller trop vite en besogne. Madame la Présidente, vous comprendrez combien nous sommes donc très intéressés à vous entendre, puisque vous êtes l'une des spécialistes de ce sujet. Quel est le potentiel réel de ces locaux? Quelles sont les difficultés rencontrées? Est-ce que les maires sont volontaires? Et on dit souvent qu'un bureau vide rapporte à la commune, alors qu'un logement occupé lui coûte de l'argent. Quelles sont vos propositions pour lever l'ensemble de ces freins, qu'ils soient législatifs, réglementaires ou fiscaux, qui sont associés à cette transformation des bureaux en logements? L'Assemblée nationale a voté la semaine dernière, je crois, la proposition de loi du député Romain Daubié, que le ministre Guillaume Kasbarian dit vouloir faire prospérer. Que pensez-vous de ce texte et surtout des différentes mesures qu'il contient, comme les permis réversibles, la dérogation au PLU octroyée par le conseil municipal ou encore l'assujettissement à la taxe d'aménagement à ce type
d'opération. J'aimerais également élargir la question aux zones commerciales en entrée de ville, qui peuvent également être une manne intéressante, puisqu'il s'agit là d'un foncier qui est déjà artificialisé, qui pourrait être densifié et valorisé. Il semble que plusieurs grands groupes commerciaux et de promotion immobilière soient actuellement en pourparlers. Quels avantages et quelles perspectives pour ce genre d'opération en comparaison avec les immeubles de bureaux? Voilà, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif et ensuite Amel et moi-même, si besoin, nous poserons un certain nombre d'autres questions, mais je pense que nous sommes très dans l'attente de ce que vous allez pouvoir nous dire sur cette question qui est quand même une question nouvelle dans le paysage politique, en tout cas en lien avec le logement, et sur lequel on a besoin d'avoir votre œil avisé d'experts et d'expertise. Merci beaucoup. Voilà. Je suis accompagnée par Julie Terrossian, qui est la secrétaire générale de notre fédération. Notre délégué général a été invité par messieurs Béchu et Casparian à une réunion exactement au même moment, donc prie de l'excuser, puisqu'elle avait au départ prévu d'être également ici. Je vous remercie d'avoir présenté la fédération. Pas grand-chose à ajouter à cette présentation, au demeurant, sinon que nos adhérents, qui pour la plupart sont des sociétés cotées, sont depuis très longtemps attentifs à tous les aspects RSE de leur action. Et parmi ces aspects RSE, il y a évidemment les aspects sociaux et également sociétaux dans l'environnement immédiat. Et ce sont des entreprises qui, depuis longtemps, ont cette sensibilité. Elles doivent d'ailleurs en faire part de manière publique dans le document universel chaque année, mais beaucoup d'entre elles publient même un rapport spécifique sur leurs actions en la matière. Autant dire que nous ne pouvons pas, même si nous travaillons dans des classes d'actifs différentes parfois, nous ne pouvons pas rester hermétiques à ce problème du logement. Et d'ailleurs, c'était l'un des 3 points que j'avais posés dans mon programme au moment de ma candidature pour être président de la fédération. Pour ce que vous m'avez interrogé sur la situation de crise, en fait, le diagnostic, je pars du principe que vous avez déjà entendu, lu, vu beaucoup de choses sur les chiffres. Et donc, tout le monde s'accorde sur le point que cette crise est inédite par son ampleur, mais aussi par sa portée géographique, puisqu'elle est vraiment mondiale. Nous la connaissons de manière particulièrement violente en France, mais c'est la même chose dans d'autres pays européens, aux États-Unis, en Chine. Donc c'est un phénomène mondial et c'est presque trop facile de dire c'est lié à la hausse des taux d'intérêt, qui évidemment est un élément majeur. Mais ce qui est important aussi pour essayer de proposer des solutions, c'est d'aller regarder les mécanismes sous-jacents de cette crise. Et en fait, il faut sortir du débat, c'est une crise de la demande, c'est une crise de l'offre, parce qu'en fait, c'est une crise des deux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est si violente. La demande est désolvabilisée, effet taux d'intérêt, donc ça c'est clair, ralentissement de l'économie pendant le Covid, la demande se trouve désolvabilisée. Mais en fait, l'attrition du dernier maillon de la chaîne de production, c'est-à-dire l'investisseur, est patente, plus de 50%. Et donc, c'est aussi un point très important, c'est que le dernier maillon de la chaîne ne fait pas son travail. Et ça n'est pas seulement, parce que l'environnement est incertain. Ça, maintenant, tous les acteurs économiques ont pris l'habitude d'évoluer dans un environnement incertain. C'est aussi parce que, effectivement, les taux d'intérêt sont importants. Et donc, les institutionnels, enfin les investisseurs institutionnels dans l'immobilier se sont mis en mode d'attente. Et ils ont eux-mêmes à penser leurs propres plaies et blessures liées aux pertes de valeur. Parce que les pertes de valeur sont ostensibles, publiques, et donc, pour beaucoup d'entre eux, se comptent en centaines de millions d'euros. Le deuxième point, c'est que parmi les investisseurs, on compte également les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont très présents dans l'immobilier, en particulier en France. Ils aiment beaucoup le marché français, qui est le marché le plus profond d'Europe en immobilier. Mais bon, ils
ils sont très rationnels dans leur démarche et il se trouve que l'investissement dans le logement, compte tenu des risques et des délais qu'il comporte, couplé donc à des taux d'intérêt importants, et ces fonds fonctionnent avec du levier également, eh bien, l'équation économique n'y est plus et ils préfèrent s'orienter vers des produits financiers alternatifs qui sont à la fois plus rentables et moins risqués. Donc, on a ce double phénomène qui est sous-jacent aussi de la crise. Il n'y a pas qu'une crise de la demande, il y a aussi un problème au bout de la chaîne. La crise de l'offre, eh bien, elle est concomitante. Vous avez déjà entendu les promoteurs, vous les lisez toutes les semaines, c'est un gros sujet. En tant que représentant d'investisseurs et aussi un peu de promoteurs, je crois qu'un autre élément sous-jacent qu'on a tendance à négliger, c'est le prix du temps. Parce que dans un projet, dans une opération, le temps coûte. On porte l'immeuble, on porte la structure, et donc le prix du temps est très élevé. Et très souvent, lorsque nous avons affaire à des interlocuteurs, mais pas seulement dans l'administration au sens large, ce prix du temps est sous-estimé. On vous répond oh, « c'est pas grave, on décale simplement le projet de quelques mois ». Mais non, c'est pas vrai, on ne le décale pas de quelques mois parce qu'on le porte pendant quelques mois supplémentaires. On porte l'équipe, la structure pendant ces quelques mois supplémentaires, et avec un taux de financement qui est lui aussi impacté par les taux d'intérêt, eh bien, on se retrouve avec des projets qui n'ont plus leur équilibre économique. Et dans ce cas-là, eh bien, parfois, il vaut mieux attendre que produire à perte. Donc, tous ces éléments se conjuguent pour aboutir à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Alors, nous avons formulé un nombre important de propositions que vous avez dans le dossier qui est là, qui sont très nombreuses. Donc, évidemment, nous n'allons pas toutes les commenter et je vais plutôt me concentrer pour ne pas laisser plus de temps aux questions, plutôt me concentrer sur les 3 thèmes que vous avez évoqués. Et grâce à M. Messonnier, on les a déjà un petit peu ciblés. Donc, ce sont les 3 thèmes de l'accélération du processus de création de logements, l'adaptation nécessaire pour permettre la transformation des actifs existants, bureaux en logement par exemple, commerce en logement, et puis peut-être une proposition qu'on n'a pas beaucoup entendue jusqu'à présent, mais qui concerne plus directement les entreprises. Le hasard fait bien les choses. Voilà. Et donc, le point important dans les prémices les points importants que j'aimerais souligner, c'est que la Fédération est dans une démarche constructive et pas polémique. Donc, nous essayons de chercher les solutions, nous discutons beaucoup avec les cabinets ministériels également, de façon à essayer de formuler des propositions les plus concrètes possibles, et vous verrez en feuilletant les fiches que nous vous avons envoyées, on essaie d'être proche du terrain, puisque c'est la façon dont nous travaillons. Nous fonctionnons en commission qui réunissent nos adhérents en groupe de compétences. Et donc, on a des échanges très vivants et très actuels sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, certains des exemples que je vous donnerai... Nous n'avons pas beaucoup d'adhérents. Nous avons une trentaine... Oui, 32 adhérents, mais qui représentent ensemble une force économique considérable, puisque nous sommes un secteur de capitalisation boursière équivalent au secteur de l'automobile. Alors, évidemment, avec les pertes de valeur, on n'a pas encore les arrêtés de compte, mais on doit être à une 60aine de milliards d'euros. On n'a pas encore les derniers chiffres 2023. Voilà, on n'a pas fait la computation des chiffres. Nous avons 8 commissions thématiques Nous avons 8 commissions thématiques qui visent tous les sujets sécurité, sociale, développement durable. Voilà. Ce qui nous paraît important, et ça c'est un vieux souvenir budgétaire si je puis dire, c'est que nous avons essayé chaque fois d'émettre des propositions qui n'ont pas d'impact budgétaire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses sans engager les fonds publics. Et ça nous paraît important pour aller plus vite. De la même façon, dans la même logique, nous avons privilégié les solutions qui supposent une évolution réglementaire et, sans vouloir vous offenser, pas législative, puisque nécessairement le temps du débat parlementaire est plus long que le temps de la prise d'une circulaire administrative. Et nous essayons toujours, le prix du temps, de privilégier les propositions qui permettent de simplifier et accélérer les procédures.
Alors, si vous voulez bien, là, je vais me référer essentiellement aux fiches 1, 3, 3 et 11 couplets et 9, mais dans les autres fiches, vous avez encore d'autres propositions. Il y a des propositions transversales qu'on retrouve dans plusieurs fiches. Alors, le premier point pour accélérer le potentiel de construction et même de transformation, c'est d'accélérer l'obtention des permis de construire et des opérations administratives qui sont associées. Notre premier souhait est d'abord que les textes soient respectés et qu'ils soient respectés de façon automatique. Vous savez certainement qu'il y a une marge d'appréciation très importante, dans certains cas, qui aboutit à des décisions de nature administrative non motivées, ce qui en soi est une agression juridique quasiment. Il arrive qu'un ABF s'oppose à un projet sans dire pourquoi. Les maires sont très souvent tentés de suivre la préconisation de leur ABF. En fait, moi, je n'ai rencontré qu'une fois un maire qui s'est opposé à une décision d'un ABF. C'était en période Covid, donc il y avait quand même un contexte particulier. Donc, c'est important que lorsqu'on respecte un texte, on obtienne l'autorisation qui va avec. Et que lorsque cette autorisation est refusée, elle soit motivée de façon à pouvoir être contestée. Mais on n'est pas dans une logique de contestation parce que ça, c'est du temps. Et que le temps, ça coûte trop cher. Donc, très souvent, on renoncera spontanément au contentieux parce que le contentieux coûtera plus cher que d'abandonner le projet et de s'occuper d'un autre projet. Mais c'est dommage pour le projet initial. Donc, ce qui nous paraît important, c'est que les textes soient appliqués et que même on parvienne à en faire une application automatique. Ça, c'est une de nos propositions fortes, c'est que si on est conforme dans un permis de construire dont le dossier a été déposé, accepté, au sens récépissé, vous avez l'ensemble des pièces, et bien dès lors qu'on est conforme au PLU, on doit obtenir le permis de construire. Et ce serait un changement majeur dans la façon d'aborder l'acte de construire. Parce que l'obtention d'un permis de construire en France représente des délais qui sont sans commune mesure dans les autres pays européens. C'est normal de mettre 3 ans, 4 ans pour avoir un permis de construire. Vous en mettez 6 en Allemagne. Donc ça, c'est un point très important. On le dit de manière répétée. Vous l'avez sûrement entendu des tas de fois. Mais véritablement, ça gêne, c'est un frein considérable sur le terrain. Il y a d'autres éléments qui sont importants. Parmi les textes qu'on aimerait voir respectés, ce sont les textes qui prévoient un bonus de constructibilité, la loi Elan, pour ne pas la nommer, lorsque l'on transforme effectivement un actif en logement. Parmi nos adhérents, aucun d'entre eux ne l'a jamais obtenu. Mais peut-être d'autres l'ont-ils obtenu ailleurs. En France, toujours est-il que ce serait bien, puisque c'est un droit, que ce droit puisse être exercé. Il y a un autre effet induit du simple exercice du droit, c'est qu'en fait, un bonus de constructibilité, c'est une subvention gratuite. Un bonus de constructibilité vous permet parfois d'atteindre un équilibre économique qu'autrement l'opération n'aurait pas, et donc de passer à l'acte de construire. Donc c'est très important d'accepter ces bonus de constructibilité. De la même manière qu'il est très important que les textes, par exemple, prévoyant de pouvoir surélever ou combler des dents creuses, soient effectivement appliqués, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, ou de manière très, très occasionnelle. On a là aussi un gisement de mètres carrés important. Vous avez sans doute entendu parler de cette enquête qui a été faite sur quelques villes importantes qui ont été ciblées, Nice en particulier, pour lesquelles, à partir du plan local d'urbanisme et avec l'outil d'intelligence artificielle, on arrive à déceler les immeubles susceptibles d'être surélevés et à calculer le nombre de mètres carrés, donc de logements que ça représente. Il y en a beaucoup, c'est très important. Même si j'ai lu un article récemment qui disait le contraire, l'important c'est qu'il y ait plusieurs contributions à cette constitution de nouveaux logements. Et un autre point important, c'est la capacité d'obtenir des dérogations. Alors, les dérogations sont très importantes parce qu'en fait, il faut s'adapter au terrain.
Si on considère véritablement que le logement est une urgence nationale, il faut accepter des mesures d'exception. Les mesures d'exception sont des dérogations au cas par cas par le maire, évidemment sous le contrôle de l'autorité préfectorale. Mais ça permet d'accélérer le processus. Et là, un nombre d'exemples considérables que je pourrais vous donner à l'occasion des questions. Mais ces dérogations permettent d'accélérer le processus. Elles peuvent être temporaires, le temps de passer la crise, le cas échéant, mais elles donneraient un coup d'envoi très significatif à un certain nombre de dossiers qui restent, pour ainsi dire, plantés. Donc voilà pour la première salve de thèmes. Alors je n'ai pas pris tous les thèmes de la fiche 1, j'espère n'avoir rien oublié d'important pour répondre à votre question. J'essaie aussi en même temps de répondre aux questions. Donc la deuxième série de mesures pour la transformation d'actifs existants. Alors nous sommes tous conscients que c'est important. C'est important parce qu'on a tous pris conscience de la nécessité d'éviter l'artificialisation supplémentaire. Mais une fois qu'on a dit cela, si on veut quand même construire, et construire du neuf qui soit conforme aux normes environnementales, qui donne envie d'habiter, eh bien, il faut accepter de transformer l'existant. Et quand on transforme l'existant, alors vous demandiez des chiffres, je n'ai pas exactement les mêmes que les vôtres. Les chiffres qu'on m'a donnés, c'est plutôt alors, une photographie de l'actuel. En Île-de-France seulement, il y a 4 millions de mètres carrés qui sont vacants aujourd'hui, principalement en deuxième couronne, ça on le sait bien. Et 30% de ces 4 millions 4 sont soit plus d'1 million, sont vacants depuis plus de 4 ans. Autant dire qu'il n'y a plus aucun espoir de les voir repartir en bureau. Pour avoir eu moi-même quelques immeubles dans des lieux tels que Trappes, Chartres, enfin des lieux très, très choisis de la deuxième couronne, je peux vous dire qu'un immeuble qui est vacant, même gardienné, au bout de 6 mois, on arrête de gardienner parce qu'un gardien, c'est 120 000 € par an. Donc, au bout de 6 mois, s'il n'y a aucun espoir, le propriétaire arrête de gardienner. Au bout de 8 mois, on vient vous arracher tous les fils de cuivre, parce que ça se revend, c'est très cher. Donc, on arrache tous les fils. L'immeuble a l'air d'une ruine, et évidemment, il n'est plus utilisable du tout. Et puis, au bout de 4 ans, il a pris l'eau, il n'est pas chauffé, pas maintenu. Il n'y a plus que la coque béton qui puisse rester. Donc, il y a là un gisement important de foncier déjà construit, donc répondant au souci de non-artificialisation, qui est susceptible d'être réexploité et notamment transformé en logement. Alors, l'estimation qu'on m'a donnée, c'est que la reconversion moyenne sur les 10 dernières années de ces bureaux désaffectés représente 70 000 m², soit 2% des vacances. Alors, je préfère vos chiffres parce que ce sont des chiffres sur l'avenir, donc c'est plus encourageant. Mais voilà, on peut combiner les deux séries de chiffres. S'agissant des zones commerciales, alors ça c'est un sujet où je crois nos adhérents ont été novateurs, parce que c'est une idée que nous avons poussée depuis maintenant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, mais eux ils l'ont fait. Donc, on peut citer les noms puisque c'est tout à leur honneur. Fray, qui a des centres commerciaux ouverts en plein air, et Mercialis, qui avait un centre commercial en très mauvaise situation à Lucé, près de Chartres, ont entrepris la transformation de ce centre commercial en l'intégrant dans le tissu urbain. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que les centres commerciaux les plus anciens sont souvent les mieux situés. C'est comme les entrepôts, les plus anciens sont les mieux situés. Mais ils sont les plus dégradés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le tissu urbain s'est développé. Et alors qu'ils étaient périphériques, ils deviennent quasiment cœur de ville. Et il suffit de très peu de choses pour que ça devienne un vrai quartier de ville, avec une vraie transformation. Et donc, c'est ce qu'ils ont entrepris et qui est déjà réalisé. Il faut donner des contreparties à ces propriétaires qui prennent ce risque, parce que c'est un véritable risque de lancer des chantiers sur plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Et donc, la contrepartie qui est imaginée, c'est de leur permettre
lorsqu'il renonce à une commercialité, par exemple à Chartres, je crois qu'on a gardé simplement 9 000 m² sur 19 000 ou 20 000, donc moins de la moitié, on les a gardés en centre commercial, le reste est converti. Mais donc on perd 11 000 €, 11 000 m² de commercialité. Et vous savez ce qu'est la procédure AEC, le temps que ça représente. On revient toujours à cette question du temps. Il faut vraiment garder ça présent à l'esprit parce que les opérateurs y pensent tous les jours. Eh bien, ce qui est suggéré, c'est que pour les propriétaires qui s'engagent dans ce genre de transformation, ils aient la possibilité de reporter les m² de commercialité abandonnés pour les transformer en logements vers d'autres zones de la ville ou du territoire. Bon, ça après c'est à définir. Mais c'est une proposition qui ne coûte rien et qui est très incitative. Ça marche? Et ben pour le moment, Frey est déjà en exploitation et je crois que ça marche. Et Mercialis est en chantier. En tout cas, ils ont engagé le projet. Ils ont engagé le projet. Et la forme du report, en fait, parce qu'on parle d'un report de 100 Oui. m², il prend donc concrètement quelle forme aujourd'hui sur cette Là, s'ils ouvrent un autre centre commercial à un autre endroit de la ville, ils exploitent ce crédit de m² de commercialité. C'est un transfert. Comme on fait des transferts de m² de commercialité à Paris pour les bureaux, par exemple. Voilà. Après, il faut définir avec les autorités locales si le périmètre, c'est celui de la ville, de la communauté d'agglo. Enfin bon, ça dépend aussi du contexte économique. Hein. Voilà. Donc, il y a un gisement important de foncier pour faciliter la transformation des actifs existants en respectant la règle de non-artificialisation. Un autre point qui est important dans la transformation, j'espère que je ne suis pas trop longue, un autre point qui est important dans la transformation, c'est de tenir compte de l'évolution de la société, de l'évolution des usages. Et en fait, les usages font que les classes d'actifs deviennent perméables entre elles. Donc nous avons un système juridique qui est très rationnel, c'est très bien organisé, avec des commerces, des bureaux, des hôtels, des entrepôts, des résidences gérées, voilà. Mais les usages font que maintenant, on travaille dans son logement. On a des bureaux qui ont une touche hôtelière forte. On a des appartements qui sont aussi à moitié hôteliers. Il y a toutes sortes d'évolutions. La perméabilité des frontières est devenue très grande. Mais le cadre juridique n'a pas suivi. Et donc, il est important pour faciliter cette transformation. Et la transformation devient de plus en plus facile puisque la perméabilité fait qu'un actif glisse presque spontanément d'un usage à l'autre. Il suffit de l'aider un petit peu. Et en tout cas, de ne pas le freiner par une réglementation trop rigide. Alors, on peut donner des exemples. Par exemple, lorsque on transforme des bureaux en logements, on souhaiterait qu'il y ait plus de pragmatisme dans l'application des textes. On va vous citer deux exemples. Alors, un exemple sur les aires de stationnement. La norme en matière de parking n'est pas la même pour des bureaux et des logements. Et très curieusement, maintenant, devrais-je dire, lorsque vous transformez des bureaux en logements, on vous demande de créer plus d'aires de stationnement pour être conforme au PLU. Mais parfois, c'est juste matériellement pas possible. Ou alors, si vous creusez un étage de plus, les surcoûts sont tels que vous renoncez. Alors que de moins en moins de gens ont besoin de voitures dans les villes qui sont dotées de transports publics suffisants. Est-ce qu'on ne peut pas, à l'appréciation du maire, desserrer cette contrainte quand on est dans le cas de transformation de bureaux en logements, qui vont en plus dans le sens de l'évolution des usages. On utilise de moins en moins sa voiture. Bon, c'est un exemple simple, mais qui bloque beaucoup d'opérations, parce qu'on ne sait pas où trouver les places de stationnement nécessaires. Alors, quand on fait une opération de transformation de ce genre, on a entendu certains de nos adhérents, ils cherchent désespérément alentour quelle place de parking ils pourraient acheter pour remplir l'obligation. Et une fois que la place de parking est achetée, les résidents de leur logement qui viennent de construire n'en ont pas besoin. Donc ils doivent s'occuper de les louer, alors que ce n'est pas du tout leur métier de louer des parkings. On est dans un système qui, à un moment, a besoin d'un peu plus de rationalité. Donc ça, c'est un exemple. Je peux vous en donner un autre qui, lui, tient aux normes de sécurité, aux normes PMR. Ces normes sont très strictes et tout le monde trouve cela normal et important que notre société ne fasse pas prendre de risques inutiles parce que le prix d'une vie est très important dans notre culture
et qu'on doit également respecter ceux qui n'ont pas eu toutes les chances et qui sont en situation de handicap. Donc tout ceci est parfaitement admis. Mais parfois, on arrive à lorsqu'on fait une transformation, à des contraintes physiques fortes. Je vous donne un exemple très concret, vécu par l'un de nos adhérents. Vous savez que la circulation PMR devant un ascenseur est de 120 cm. Dans le cadre d'une transformation d'un existant, la cage d'ascenseur fait souvent partie des murs porteurs, et le mur qui est en face était porteur, mais 118 cm. Eh bien, il a fallu raboter un mur porteur sur 8 étages de 2 cm. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer un assouplissement, un pragmatisme à cet endroit-là? Parce que, objectivement, un fauteuil PMR fait 70 cm de large, et quand il tourne, il n'a pas besoin, surtout si la porte de la cabine est ouverte, il n'a pas besoin d'avoir 120 cm pour tourner. C'est tout simple, ça bloque un projet. Voilà le genre d'exemple pour lesquels quelques dérogations aideraient considérablement. Alors, c'est important de donner un cadre juridique sécurisé aux actifs hybrides. Je vous donne un autre exemple, le coworking. Le coworking, c'est des mètres carrés avec des services en plus. Le tout dans le cadre d'une redevance unique. Quelle est la qualification juridique de cette redevance? On dit redevance pour ne pas dire loyer, puisqu'on n'est pas assujetti nécessairement à la réglementation pure des loyers. Eh bien, c'est très difficile de traiter le sujet. On ne va pas faire de fiscalité parce qu'on ne présente pas de proposition fiscale dans ce cadre-là. Mais il faut savoir quand même que même la définition comptable n'est pas évidente. Et donc, on a besoin parfois d'un cadre juridique sécurisant pour ces actifs qui sont en train d'évoluer, qui sont devenus des hybrides. Vous retrouvez cela dans le co-living, vous le retrouvez dans les résidences seniors, vous le retrouvez dans les résidences étudiantes. Voilà un autre exemple. Les résidences étudiantes, c'est un secteur qui est plein d'exemples intéressants que les pays étrangers ont résolu de manière très pragmatique. Nous manquons en France de logements. Dans certaines zones tendues très touristiques, notamment parce que le logement touristique s'y développe au détriment du logement tout court. On a en même temps des résidences étudiantes qui sont vides 3 mois par an. Si vous voulez conserver le statut de résidence étudiante, qui est un cadre juridique très précis cette fois-ci, et que vous êtes bailleur, vous êtes obligé de garder votre résidence vide pendant 3 mois. Et donc, on pourrait l'utiliser à autre chose, et notamment du tourisme, ce qui dégagerait peut-être des logements. Bon. Voilà le genre d'exemples de dérogation ou d'assouplissement de réglementation qu'on pourrait imaginer, qui ne coûte rien, et qui permettrait de donner une fluidité au marché locatif, ne serait-ce que celui-là. Alors moi, j'ai déjà parlé de... Ah oui, la convergence des normes. Ça, c'est un beau sujet. La convergence, c'est important. Tout le monde nous dit il faut être dans la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, vous avez tout à proximité. Et de préférence, vous avez tout dans le même immeuble. Donc vous avez à la fois des commerces, une couche de commerce, une couche d'hôtels, des logements en haut, des bureaux aussi, évidemment. Et vous avez pour chacune de ces classes d'actifs qui sont empilées des normes différentes. Comment faites-vous pour faire cohabiter tout cela? Alors la mixité fonctionnelle, on est archi pour. Mais comment faites-vous pour faire coïncider? Dans des bureaux, vous avez des circulations de 140 cm, dans des logements, des circulations de 90 cm. Et donc vous devez jongler avec l'architecture. Et en plus, on vous dit que ce serait bien que de surcroît, ce soit réversible. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que les normes, en particulier incendie PMR, puissent converger? Y a-t-il des raisons pour que, lorsqu'on est au 14e étage d'un immeuble d'habitation, on ne soit pas en danger? Et quand on est au 14e étage d'un immeuble de bureau, il faut que vous ayez 2 pompiers 24-24-7-7. Voilà, et donc quand vous transformez, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, puisqu'on veut promouvoir la réversibilité. C'est le genre de questions concrètes qui se posent. Donc faciliter une convergence des normes, ça permettrait de beaucoup faciliter également la construction, parce qu'il deviendrait moins compliqué, donc plus rapide.
l'examen des différentes commissions compétentes qui chacune évidemment défendent, et c'est bien normal, leur cœur de cible, serait facilité si la norme était commune ou avait au moins quelques éléments communs. Parce qu'en plus s'ajoutent dans le cas de transformation les télescopages de normes dans le temps. Vous avez un immeuble des années 60, classique, un immeuble de bureau avec une trame de 180, des fenêtres de 80, et vous voyez très bien le genre de construction. Ça se convertit extrêmement bien en logement, ça se convertit très bien en résidence étudiante, ça se convertit très bien en hôtellerie, ça peut rester des bureaux aussi d'ailleurs, sauf que dès que vous engagez une transformation, quelle que soit la classe active vers laquelle vous allez, mais qui implique un permis de construire, vous devez vous conformer aux règles les plus récentes. Or, un exemple très simple, je peux dire que là je l'ai vécu, parce que c'est vrai, vous avez des fenêtres de 87 dans la trame, et la norme aujourd'hui pour les pompiers, c'est d'avoir 90 pour passer, compte tenu de la taille du sac qu'ils transportent sur le dos. Vous avez une très belle façade en pierre de taille, vous n'avez pas du tout prévu de changer la façade, juste les châssis pour être conformes aux normes environnementales. Et voilà, petit sujet. C'est le genre d'exemple, à la marge, une appréciation plus souple de la norme ou une convergence des normes applicables. Voilà. Les bonus de constructibilité, on en a déjà parlé en cas de surélévation, de densification, donc je n'y reviendrai pas. Et la dernière fiche que j'aimerais commenter, c'est la 9, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de cette mesure, et il nous semble qu'elle est importante, en tout cas nos adhérents l'ont entendue et vécue chez leurs clients. C'est que beaucoup d'entreprises ont du mal, lorsqu'elles décident d'une nouvelle implantation industrielle, à loger leurs collaborateurs. Oui, nous avons bavardé un peu avec Madame Gacker juste avant la réunion. Et donc, c'est important, notamment dans le cadre du plan de réindustrialisation qui est lancé. Et lorsqu'elles essaient de recruter, évidemment, l'un des critères forts, c'est la possibilité de se loger à proximité du nouveau lieu de travail. En même temps, les entreprises ont le sentiment de verser des sommes assez considérables dans le cadre de la PEC pour le logement de leurs salariés. Et elles ont le sentiment, et leurs salariés aussi, qu'il n'y a pas de véritable connexion entre ces deux éléments. Alors, en fait, beaucoup d'entreprises ignorent qu'elles peuvent s'acquitter de la PEC par des tas d'autres moyens. Je ne les ai pas appris par cœur, mais vous les connaissez, évidemment. On peut investir directement. Je sais laquelle c'est. On peut investir directement, c'est la 9, c'est ça, pour loger ses salariés. Pardon. On peut accorder des taux à prêt réduits, ça, elles connaissent cette mesure-là, alors salariés pour le financement de leur logement. Et on peut financer également, accorder des prêts pour des travaux d'amélioration. Ce que nous pensons qui serait très utile, c'est de permettre aux entreprises de louer elles-mêmes des logements pour leurs salariés. Ça faciliterait évidemment la solution, puisqu'elles offriraient un poste avec un logement de fonction, finalement, et qu'en même temps, elles prendraient elles-mêmes l'initiative de construire les logements dont elles ont besoin. Donc ça permettrait à la fois de faire venir dans l'investissement logement, pas nécessairement locatif, encore qu'un logement de fonction a une petite touche un peu locative, mais de faire venir vers l'investissement logement des investisseurs qui jusque-là ne sont pas tellement présents. Ils y étaient au XIXe siècle. On construisait, même au début du XXe siècle, on construisait des cités pour les salariés des grands groupes. Vous parliez de Peugeot, par exemple. Bon, c'était peut-être pas une si mauvaise idée, en enlevant l'idée de paternalisme qui était associée à l'époque, mais l'idée en elle-même a du sens. Donc permettre aux entreprises de louer, de se porter à bail ou d'investir et de louer à leurs propres salariés des logements en imputant une partie de la PEC, je crois que ce serait là aussi une mesure qui ne coûte rien au budget de l'État et qui aurait un assez fort retentissement auprès des industriels. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Non, je n'ai pas couvert le sujet de la proposition de loi d'Aubier. Voilà. Nous la trouvons extrêmement bien faite. Et c'est une source de grande satisfaction, je dois dire, parce que
un certain nombre de propositions sont des propositions que nous avions formulées. Donc véritablement, on trouve que c'est une très bonne proposition de loi. Je ne peux pas en dire plus, sauf si vous me posez des questions précises. On peut venir sur certains sujets. Vous y avez été associé dans le cadre d'audition avec l'auteur de la proposition de loi, oui. Alors, il y a eu une audition, effectivement, à l'Assemblée nationale sur ce sujet, oui. Et on avait fourni des fiches. Voilà. Amel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, en tout cas pour ces éléments très, très intéressants. Et puis, ce que vous décrivez, et d'ailleurs, ça peut même être assez déstabilisant, parce que lorsqu'on a été élu local, on voit à quel point, finalement, les usages vont parfois bien plus vite que le cadre réglementaire, voire législatif. Et ça, c'est une conscience, en fait, que nous avons aujourd'hui, et encore plus dans le contexte de crise. C'est souvent dans ces contextes de crise qu'on se rend compte et qu'on avance très vite, finalement. C'est toujours le côté, j'ai envie de dire, parfois positif. Mais c'est ça, c'est vraiment ce temps qui est différent et sur lequel, eh bien, nous, très clairement, on souhaite et on comportera véritablement. Moi, deux questions dont le maître mot sera la modélisation. Pourquoi la modélisation, surtout sous quelle forme? Est-ce que, j'ai entendu peu de chiffres de coûts dans vos propos, et c'est normal, puisque l'idée c'était de pouvoir échanger là-dessus. Est-ce qu'à aujourd'hui, vous disposez de chiffres en termes de modélisation économique sur ces projets de transformation? On entend partout, de façon assez basique, que ça coûte plus cher, mais à aujourd'hui, de par la multiplication qui est quand même assez récente de ces projets, mais qu'on voit quand même arriver dans certains territoires, est-ce qu'à aujourd'hui on dispose d'éléments là-dessus? Et puis, deuxième question qui porte toujours sur le thème de la modélisation, mais cette fois-ci en termes d'aménagement. Moi, je me suis vraiment intéressée à un moment sur cette notion et plus que notion, c'est une vision de la ville du quart d'heure qu'a apporté pendant très longtemps Carlos Moreno, et qui pour ma part est un vrai sujet, un vrai projet de société qui répond à beaucoup de nos enjeux à tous les niveaux, notamment climatiques, mais pas que. Et donc, je voulais savoir, parce que je pense que vraiment ce projet que nous avons de transformation, dans lequel nous devons aller, de transformation de logements vacants, de logements commerciaux, de bureaux, etc., transformés, peut être une vraie réponse, doit trouver toute sa place dans cette ville du quart d'heure ou de la demi-heure, tout dépend des territoires. Est-ce que ça existe, ça, aujourd'hui? Est-ce qu'on a des modèles d'aménagement dans lequel on a pensé, ou on est parti en tout cas sur cette vision des choses, et dans lequel ces transformations en fait de bureaux, encore une fois de commerce, ont eu un rôle important, parce que transformation, ça veut dire aussi, c'est dans ce sens-là, mixité des usages. Puisque pour pouvoir avoir ces villes du quart d'heure ou de la demi-heure, on doit penser une mixité dans tous les sens du terme. Merci. Je peux me permettre, est-ce que vous pensez que dans le cadre de la transformation des bureaux en logements, tous ces bureaux peuvent véritablement être transformés en logements familiaux? Parce que souvent, ce dont on nous dit aussi, c'est que certains bureaux sont quand même très difficiles, même s'ils sont transformés assez lourdement, à s'adapter et à correspondre aux besoins et aux attentes, et en particulier des familles.
C'est un concept assez récent. Hein. Et donc, le temps de le mettre en œuvre, ça séduit beaucoup de monde. Mais est-ce qu'il y a peut-être dans le Réinventer Paris, y a-t-il eu, dans les appels à projets, y a-t-il eu des zones comme ça? Sans doute du côté de la cité judiciaire, qui n'est pas terminée encore, hein, le quartier n'est pas fini, mais je ne saurais pas vous répondre très précisément par des exemples là-dessus. Et c'est sûr que la transformation est l'occasion de mixité si on arrive si on arrive à bien coordonner tous ces sujets de réglementation et de contraintes techniques. Ça, c'est très important. Ce qui est dans les projets de nos adhérents pour transformer les entrées de ville, on a en fait des sociétés qui vont construire des morceaux de ville. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la ville du quart d'heure, mais en tout état de cause, il y aurait dans ces morceaux de ville à la fois des services publics, des crèches, une école, des commerces, des logements, des services. Donc on reconstitue un quartier qui va peut-être au-delà du quart d'heure ou qui ne satisfait pas tous les besoins, mais en tout cas on a déjà cette mixité d'usage qui permet de construire quelque chose. Alors justement, je lisais un article dans Le Monde ce week-end qui était sur ce sujet-là. Donc à Mérignac, il y aurait une transformation d'un centre commercial qu'on a et qui est en activité maintenant, qu'on a pour partie transformé de façon à en faire le cœur d'un nouveau quartier. Mais je ne l'ai pas visité personnellement. Je crois que c'est Taravella Altaria qui faisait ça. À Mérignac, hein, c'est Altaria. Voilà. Alors, pourquoi des bureaux ne seraient-ils pas facilement transformables en logements pour des familles? Il n'y a pas de véritable obstacle. Alors, on parle souvent de la hauteur sous plafond, parce qu'il y a une espèce d'impression... L'épaisseur des murs. Ah, ça se traite. Non, alors, oui, je vois à quoi vous faites référence. L'isolation acoustique dans des logements répond à des normes aujourd'hui beaucoup plus fortes que celles des bureaux. Autrement dit, quand on dort, on supporte moins de bruit que quand on est en train de travailler. Et donc, si vous transformez, il faut évidemment créer un plancher acoustique, assurer une meilleure isolation des murs. Tout ça se traite. Là où ça peut créer un obstacle, c'est éventuellement dans la hauteur sous plafond, parce que ça consomme de l'épaisseur. Et si vous démarrez avec une hauteur sous plafond de 2,50 m, qui est souvent la norme bureau, vous avez du mal à ce moment-là à avoir des logements agréables, sauf à ce qu'ils soient vraiment tout petits en studio, pour supporter un plafond aussi bas. Donc ce n'est pas très adapté pour les familles, mais souvent dans les bureaux, vous avez 2,50 m sous plafond, mais vous avez un plafond technique. Donc en général, les bureaux, la trame, enfin, c'est au minimum 2,80 m et souvent 3 mètres, la norme. Même pour des bureaux des années 60, 70, vous avez 3 mètres. Donc vous avez de quoi poser l'acoustique. Et donc je ne vois pas personnellement ce qui pourrait s'opposer. Après, il y a effectivement des murs porteurs dont on doit tenir compte, mais là, c'est tout l'art de l'architecte de trouver le moyen de combiner, ils y arrivent. Non, c'est pas... Il y a des difficultés à faire des logements traversants, je ne sais pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors oui, vous avez raison, c'est une autre difficulté, c'est l'épaisseur des immeubles. On considère que pour transformer un immeuble de bureau en logement, l'optimum pour avoir des logements traversants, c'est qu'il fasse entre 13 et 15 mètres de profondeur. Il y a une époque où vous aviez des bureaux beaucoup plus profonds, avec des zones aveugles, parce qu'on mettait justement les salles de réunion et les secrétaires au milieu, et les équipements techniques, les salles de reproduction, etc. Donc ces immeubles-là, techniquement, ne s'y prêtent pas très bien, sauf à créer un puits de lumière au milieu, donc à griller des mètres carrés, mais pour rendre la chose habitable. Et ça, c'est tout à fait possible. Techniquement, c'est même pas très compliqué en réalité. Ahmed, est-ce que tu as encore des questions? Dernière question que je vous avais posée, c'est la question de dire qu'aujourd'hui, pour un maire, pour un élu, il a plus intérêt à garder un bureau vide, parce que ça lui rapporte plus que de transformer ce bureau en logement qui va donc lui coûter de l'argent. Donc je ne sais pas si c'est forcément peut-être ce que vous avez eu
comme retour aussi, et comment vous voyez des choses potentiellement pour évoluer, pour inciter plutôt les maires effectivement à se lancer peut-être plus souvent et plus fréquemment dans ce type de transformation. Alors, nos adhérents ont pour habitude de travailler très étroitement avec les maires parce que ce sont des institutionnels qui sont précisément capables de concevoir l'aménagement d'un quartier entier. Et donc, ils fonctionnent souvent en partenariat, en itération avec les maires. Ça n'est pas remonté comme étant un obstacle majeur, parce qu'en fait, un maire qui a une série d'immeubles désaffectés en friche, qui deviennent des centres de dealers, de squats, et qui dégradent finalement tout l'environnement. Ils sont également, vous avez exercé des fonctions locales, ils sont également soumis à la pression des autres habitants qui disent mais nettoyez cette verrue, faites quelque chose. Donc lorsqu'un investisseur arrive en disant moi je suis prêt à faire quelque chose, essayons de faire quelque chose intelligent ensemble, je n'ai pas le souvenir qu'on ait eu ce genre de remontée de la part de nos adhérents. D'accord. Maintenant, il y a des maires, effectivement, qui ne sont pas très friands de logement, vous le savez, en raison de l'implication d'équipements collectifs que ça représente. Coûte, bien sûr. Et là, il y a d'autres réponses qui sont possibles, évidemment, dans le fléchage de certaines taxes parafiscales, en particulier, bien sûr. Bien écoutez, Madame la Présidente, Madame, merci de ces échanges qui ont été très riches et instructifs. On attirera la substantifique moelle avec grand plaisir dans le cadre de notre rapport et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci Madame la Présidente, merci Madame. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas, si à la lecture des autres fiches que je n'ai pas commentées, vous souhaitiez qu'on développe un point, qu'on l'illustre par des exemples. Merci beaucoup.